Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Cochteuch, un expert dans la prospection et dans la vente. Et justement, on va parler de génération leads, comment avoir plus de prospects, qui devient vraiment un nerf de la guerre dans le contexte actuel, puisque autant quand le contexte économique est facile, tout simplement les prospects viennent à vous. Quand ça devient plus difficile, là justement, il faut vraiment travailler sa prospection, il faut travailler sa prospection. Et justement, dans cet entretien, Pierre, tu vas nous donner tes petites astuces pour générer des leads. En particulier, aujourd'hui, on va faire un focus sur LinkedIn, sachant que tu es multicanal, tu peux gérer sur le web, mais également dans la vie physique, puisque tu as une expertise vraiment dans multicanal. Et peut-être à la fin, on parlera peut-être de la conversion, mais dans une moindre mesure. Alors, commençons par une première chose. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et surtout aussi ton livre, puisque tu as écrit un livre très intéressant sur l'ikigai que tu m'as donné et que j'ai lu, qui est sur cette philosophie qui permet de trouver sa zone où on est le plus efficace et on va vraiment apporter de la valeur tout en prenant du plaisir à travailler. Exactement. Alors, je m'appelle Pierre Cocheteux, j'ai 54 ans. Mon business s'enracine dans un choc que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, à savoir que j'ai perdu mon frère à l'âge de 5 ans, puis ma sœur des suites d'un cancer. Et ces deux décès m'ont permis de prendre conscience que notre santé et notre vie sont ce que nous avons de plus précieux. Alors, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider des entrepreneurs à aller chercher du business pour pouvoir être plus libres dans leur vie et vraiment remettre du sens dans ce qu'ils font, notamment en utilisant l'ikigai, puisqu'on entend beaucoup aujourd'hui un certain nombre de spécialistes, d'experts en développement personnel nous dire que pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort. Eh bien, moi, je pense au contraire que pour réussir, il faut se consacrer sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on fait bien, et qu'il faut améliorer cette compétence à l'extrême pour devenir un expert de réputation mondiale dans un domaine spécifique, et que grâce à ça, on peut se différencier des autres. Ouais, mais tu as raison, parce que le pire, c'est que quand tu es commercial ou que tu essayes de vendre et que tu ne crois pas à ton produit, que tu n'as pas le feu et que tu n'es pas certain d'aider les gens, de leur dire, mais je vous dis, avec moi, on va gagner, vous allez faire être plus productif, etc. Le client, il sent que tu n'as pas cette valeur-là. Il se dit, mais je ne suis pas sûr, tandis que si tu es persuadé d'aider les gens et que tu vas leur apporter de la valeur, tout de suite, ça se voit et tu gagnes la confiance. Je pense que d'ailleurs, ça serait peut-être une des premières étapes pour générer des leads, c'est déjà être content et fier de son produit, quoi. Ah, ça, c'est indispensable. Effectivement, si on n'a pas une certitude absolue que ce que l'on vend apporte une vraie valeur ajoutée à nos clients et les aide d'une manière ou d'une autre, il faut changer de métier. Ouais, ouais, bah oui. Alors, justement, est-ce que tu as, avant qu'on commence sur la prospection d'édite, est-ce que tu as un petit tips comme ça que tu as à donner sur, par exemple, tiens, voilà, je suis dans une équipe commerciale, j'ai des commerciaux, mais bon, voilà, je sens qu'ils n'ont pas vraiment une foi dans le produit. Comme on dit, il faut avoir la flamme. Et donc, comment on peut faire générer l'étincelle dans l'esprit des clients et comment avoir le feu sacré et se dire, je vais vraiment aider mes clients. Alors, c'est difficile de générer le feu dans la tête des autres Oui, parce que en tout cas, mettre l'étincelle qui va briller dans l'esprit de ses clients en ayant des commerciaux qui disent, OK, je vais aider mes clients, je vais leur apporter quelque chose. il faut leur expliquer que le commerce, l'essence du commerce, c'est le service de l'autre. Un commercial, c'est d'abord quelqu'un qui est au service de l'autre. Et si on n'a pas en soi ce désir profond d'aider les autres, peut-être qu'on peut faire autre chose, mais il ne faut pas être commercial. Si on veut être commercial et qu'on n'a pas le désir d'aider l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut avoir une foi inébranlable en son produit. Euh, quand un commercial rate une affaire, une opportunité, il faut que dans sa tête, il se dise, mais mon Dieu, c'est une catastrophe, ce client passe à côté d'une opportunité. Pas c'est une catastrophe, j'ai perdu une affaire. Non, c'est vraiment, j'ai pas réussi à convaincre cette personne que l'opportunité que je vais lui apporter peut lui changer sa vie. Et il faut se mettre vraiment dans cet état d'esprit. Ouais, c'est vrai. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients comme ça qui nous ont choisi, qui n'ont pas choisi et qui ont choisi d'autres personnes. Et tu leur dis, ah bon, voilà, j'espère que ça passera pour le mieux. Si jamais ça se passe mal, vous nous tenez au courant. Et ça m'est arrivé 2 ans plus tard que le client dise, bah, finalement, vous aviez raison.
Vous aviez raison. Et vous nous avez dit ça. Et là, on est en train de chercher d'autres partenaires. Cette fois, on aimerait bien vous consulter, etc. Et c'est vrai que quand tu te mets dans cette posture-là, qui est, mais vous savez, nous, on va vous aider, on va vous accompagner là-dessus, d'expliquer pourquoi tu es différent, c'est essentiel. Bon, donc ça, c'était la petite partie intro qui est justement en liaison avec l'Ikigai, ton livre. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle de la partie génération lead. Alors, je crois que tu as une méthode, en fait, qui te déroule grosso modo en 4 étapes. La partie profil, donc un petit peu comme on dit, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne impression, donc la partie profil. Ensuite, la partie que tu as dit, créer du relationnel, montrer ton expertise avec le contenu. La troisième partie qui consiste à cibler les bonnes personnes et aller au contact, pas attendre que les gens viennent, comme le disent parfois, je vois souvent des gens qui disent qu'il faut créer du contenu sur LinkedIn et puis les gens vont venir. Donc là, c'est vraiment un peu différent. Puis la quatrième partie qui est entretenir la relation et créer de la confiance. Alors, si on commence par cette première étape, qui est le profil. Est-ce que tu peux nous donner les 3-4 conseils clés que tu vois le plus souvent et qu'il faut vraiment mettre en place lorsqu'on veut commencer à prospecter sur LinkedIn? Le premier conseil, c'est d'avoir un profil qui soit complètement rempli, avec des informations qui sont pertinentes par rapport à ce que l'on vend et cohérentes et compréhensibles. J'insiste beaucoup auprès de mes clients, leur dire que les informations que l'on communique doivent être compréhensibles pour un enfant de 5 ans. Il faut éviter les mots techniques, les mots compliqués, les mots professionnels, les acronymes, toutes ces choses qui satisfont notre ego et qui ont tendance à nous faire penser qu'on est un professionnel ou un expert dans le domaine, mais qui nous éloignent de la relation humaine. Ouais, tu as tout à fait raison. Puis même, il faut éviter les mots un petit peu dangereux. Par exemple, tu vois, moi, à chaque fois, je suis avec nos commerciaux, je dis pas que je me bats, mais quand je vois les gens qui mettent business développeur, commercial, sales, je leur dis, mais attention. Et en plus, ils me disent, ouais, mais on n'est pas comme toi, Fred. On n'est pas un expert. Les gens se méfient de nous quand on fait une demande de relation. Je dis, mais oui, mais change ton profil. Tu mets responsable de projet, spécialiste de l'assurance ou expert en centre de contact, etc. Là, les gens, ils vont pas se dire, ah tiens, c'est un commercial qui va encore m'en coller pour 20 000 euros, qui va me demander un rendez-vous pour faire une démo, quoi. Donc, je pense que c'est le premier truc. Et c'est vrai que toi, ton profil, alors, je sais pas si tu veux le partager à l'écran d'ailleurs, en partage d'écran. J'ai beaucoup aimé ton profil, Pierre, puisque en fait, tu l'as vraiment optimisé comme tu nous l'as dit. Si on va sur LinkedIn, on voit donc tu as ta bannière LinkedIn qui est vraiment engageante. Alors là, on la voit à l'écran. Je te laisse peut-être commenter en montrant un bon exemple de ce qu'il faut faire parce que je trouve que tu as vraiment bien fait les choses. La bannière, la petite vidéo, voilà, le bénéfice qui est en vas-y. Je te laisse peut-être commenter et nous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec un bon exemple comme tu le fais. Alors, ce qu'il faut faire sur un profil quand on se présente, que ce soit sur LinkedIn ou dans la vraie vie, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas parler de soi, il faut parler du bénéfice pour la personne qui va entrer en relation avec nous. Donc, qu'est-ce que concrètement je peux apporter à la personne qui est mon client, mon prospect potentiel? En l'occurrence, moi, je travaille sur l'augmentation des ventes, donc je parle immédiatement de mon bénéfice qui est de booster les ventes et de fidéliser les clients. Et c'est le premier message qui est le plus visible et j'utilise absolument des mots qui soient simples et faciles à comprendre. Pas de mots techniques, pas de sales enfin pas de Social business selling, développeur, de sales, voilà. account-based management, tous ces trucs qui sont très compliqués, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut une photo et il faut une photo qui vous représente vous et qui vous représente vous au jour d'aujourd'hui. Parce que on ne fait pas du commerce. Alors, on parle souvent de B2B ou de B2C. J'aime pas ces expressions parce qu'on fait du commerce avec des humains. Et donc, même quand on travaille sur les réseaux sociaux, il faut que la personne puisse vous identifier immédiatement comme l'interlocuteur. Donc, la photo est primordiale. Surtout pas de logo d'entreprise ou pire encore, rien du tout. Ouais, d'ailleurs, j'aime bien ta photo à toi, parce que moi, je dis toujours, il faut que les gens puissent voir vos yeux et le sourire. Je crois que j'ai vu une étude il n'y a pas très longtemps, une personne qui a un sourire et qui est comme ça, une photo comme ça qui est bien avec un langage eye contact, je crois, accepte quasiment 20 à 30% de plus d'invitations. Donc là, je trouve ça, c'est bien fait. On voit tes yeux, on voit le sourire. Et moi, je dis toujours aux gens, quand vous avez une photo, dites dans votre tête, est-ce que je peux vous aider?
Voilà, où je suis là pour vous aider. Et quand tu dis ça dans ta tête, tu as le sourire, tu as la banane, tu as le regard. Et là, c'est un petit peu là, tu vois, c'est je vous aide, je suis là pour vous accompagner. Exactement. Alors après, bah, il y a un pré-pitch, on va dire, qui est effectivement de donner des informations essentielles, toujours orientées vers le client, hein. J'insiste vraiment, et la grosse erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'ils parlent d'eux, ils parlent de leurs produits, ils mettent en avant leurs compétences, mais ça, les clients s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est comme disait la chanson de Jeanne Moreau, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment important de parler directement du bénéfice pour le client et de ce que une rencontre avec nous va pouvoir lui apporter. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu as mis en place le module créateur. Là, je vois qu'il y a les hashtags qui sont mis. Donc, c'est un autre moyen aussi d'avoir plus de followers et plus d'abonnés avec des adhérents. Bon, voilà. Allez, je te laisse Exactement. continuer sur ton profil. Et puis après, eh ben, ce qui est important, c'est effectivement la partie info qui correspond au pitch commercial. Donc, ce qui est important, c'est que quand on regarde un profil LinkedIn, on n'a pas accès à tout le pitch. Donc, il faut que la première phrase soit immédiatement parlante et apporte un bénéfice immédiat tout de suite pour le client. Ouais, là, Et je pour vois que c'est ceux, très bien fait parce qu'en fait, dans cette partie info, tu as trois lignes qui sont affichées et ensuite, c'est le fameux voir plus. Et là, les trois lignes que tu as mis, elles sont pile poil dedans. Et on voit bien, on n'arrête pas de vous dire aujourd'hui pour réussir, vous devez sortir de votre zone de confort et travailler dur et souffrir. Je vous propose plutôt d'intensifier, d'amplifier ce que vous faites déjà avec plaisir, avec ces mots qui sont en majuscules et qui ressortent bien et qui donnent envie, en fait. voilà, l'idée, c'est de donner envie d'aller voir ce qu'il y a en plus derrière. Et alors derrière, ben alors à ce moment-là, c'est de faire le pitch commercial avec ce que vous apportez, pourquoi vous le faites, parce que votre pourquoi est important. Moi, je parle beaucoup de l'ikigai, mais hier soir, j'écoutais une émission sur la 6 qui veut devenir mon associé. J'ai remarqué que les gens qui ont réussi à obtenir des financements de la part des personnes qui étaient là pour les aider, eh bien, sont celles qui avaient une belle histoire à raconter et un vrai pourquoi. C'est Hmm. vraiment important. Donc, il faut expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis, évidemment, des moyens d'entrer en contact avec nous, c'est très important et il ne faut surtout pas l'oublier. Ouais, et puis j'ai vu que tu as mis l'email qui est direct. Alors, par contre, là, j'ai vu que tu n'as pas mis le numéro de téléphone. C'est peut-être un choix pour ne pas être harcelé au C'est un téléphone. choix parce que pour des raisons personnelles, je n'ai pas de téléphone, je ne travaille pas par téléphone. Et donc, le moyen le plus simple de me contacter, c'est d'utiliser l'email. Ouais, tout à fait. Donc, Parce il que faut c'est mettre bon. le Ouais. moyen qui permet d'entrer en contact avec vous. L'expérience, alors attention, un profil LinkedIn, ce n'est pas un CV. Il ne s'agit pas de mettre votre expérience comme sur un CV. Il faut juste mettre les mots-clés qui sont importants. Et puis, ce qui est le plus important, effectivement, c'est les recommandations des clients. Parce que si je vous dis que je suis le meilleur pour vous aider à développer vos ventes, peut-être vous allez me croire. Mais si un de mes clients vous dit que je l'ai aidé à développer ses ventes, eh bien évidemment, ce que dit mon client a plus d'impact que ce que je peux dire moi-même. Donc, les recommandations, c'est primordial pour donner du crédit à votre profil. Ouais, et puis je vois que toi, c'est pas juste 2, 3, 4, il y a 30 recommandations. Donc, on est vraiment un niveau d'expertise et un niveau de confiance. Moi, tu vois, ces outils-là, je les utilise en plus, ces recommandations, pour mes pages de vente et mon site Internet, pour alimenter comme ça et donner de la confiance. Parce que ces recommandations, parfois, il y a des gens qui n'ont pas l'idée de se dire, ah ouais, mais j'ai une recommandation sur LinkedIn, bah, je vais la mettre ailleurs. J'ai un avis sur Amazon, je vais l'utiliser aussi. Et ça permet d'utiliser en multicanal. Mais en tout cas, j'inviterai les gens à regarder ton profil parce que bah, dans la vidéo, vous tapez Pierre Cocheteux hein, sur LinkedIn et vous verrez toutes les petites optimisations parce que là, on n'a pas tout vu, mais par exemple, tu as accroché aussi en haut des actualités avec des éléments clés. Tu as aussi, voilà, Pierre Cocheteux, expert en développement personnel avec ta vidéo. Tu as aussi, je l'ai vu, détaillé tes expériences avec ce que tu as fait. Donc voilà, il y a vraiment une belle optimisation. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation du profil, n'hésitez pas. Alors, tu voulais rajouter une dernière chose sur la partie profil ou on passe maintenant à la partie justement création de contenu? On peut passer à la partie création de contenu. Ce qui est important, c'est vraiment d'optimiser le profil avec un message et un seul message qui soit clair et qui soit perceptible par n'importe qui. Si vous demandez à quelqu'un qui ne vous connaît pas de lire votre profil et qui ne comprend pas ce que vous faites, il faut recommencer.
Tout à fait. Alors, juste là, quand on a commencé à mettre son profil, ça veut dire que quand les personnes vont vous retrouver sur LinkedIn, que ce soit quand vous faites une demande de contact ou que ce soit s'ils tapent dans un moteur de recherche votre nom, prénom, bah, ils vont voir votre tête, ils vont voir votre photo, ils vont voir votre titre. OK, c'est bon. Donc là, maintenant, il va falloir attirer un petit peu de monde. Et le premier niveau, tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit faire du bruit, gagner en visibilité, établir son statut d'expert. Et c'est la création de contenu. Mais tu diras, c'est pas le cœur de ce qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est aussi une des étapes. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe dans cette étape-là. Euh, on a posé, on va dire, le CV avec le profil. Hein. J'explique ce que je peux faire et ce que je peux apporter, toujours du point de vue de l'œil du client et non pas du point de vue de mon expertise à moi. La deuxième chose, ça va être de crédibiliser ce message en apportant du contenu qui peut intéresser les gens qui sont potentiellement vos prospects, et donc du contenu de qualité, en publiant de manière régulière. Alors, la régularité, c'est une vraie question sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut publier plusieurs fois par jour? Est-ce qu'il faut publier plusieurs fois par semaine? J'ai tendance à penser que ce qui est important, c'est d'avoir une vraie régularité. Donc, je vais avoir tendance à préférer quelqu'un qui publie une fois par semaine plutôt que quelqu'un qui fait 5 publications une journée et puis plus rien pendant plusieurs mois. Donc, c'est vraiment la régularité qui est importante. Et la régularité, il faut tenir ce qu'on est capable de tenir. Et donc, il faut choisir un rythme dans lequel on va donner du message pour attirer l'attention et poser des compétences d'expert. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je pars plutôt sur un rythme qui est à peu près une publication par semaine. Parfois, en fait, bah, je me donne des challenges pour me dire, bah, tiens, là, je fais un petit focus et j'essaie de publier tous les 2 jours. Mais généralement, une fois par semaine, avec un contenu qui a de la valeur, qui est assez intéressant, déjà, ça me prend allez, entre 20 minutes pour écrire un post. Donc, en fait, voilà, c'est pas mal. Après, j'essaie aussi de travailler moi de mon côté. Soit, en fait, je fais comme ça. Donc, je dis, bah, voilà, je me prends une demi-heure. Soit j'essaie de le faire en batch quand je suis en mode vraiment volume et je me consacre une heure et demie pour publier ces fameuses publications de la semaine. Alors, moi, je vois donc sur la création de contenu, donc tu publies vraiment de manière régulière et tu alternes en fait les différents formats. À la fois le sondage qui est entre guillemets le format star, hein, qui est souvent décrié, mais qui reste le format star en termes d'engagement. Tu vas sur des citations pour faire des choses qui sont beaucoup plus simples. Tu vas sur de la vidéo d'expertise avec des relais, des vidéos YouTube avec des interviews d'experts. Tu fais également ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire que tu vas aller relayer des informations que tu as récupérées ailleurs, d'autres sociétés qui publient sur LinkedIn. Tu fais également, entre guillemets, de l'événementiel, que ce soit des fêtes de fin d'année, des choses comme ça. Donc là, tu as et même aussi, je dirais aussi, le contenu un peu facile, entre guillemets, des images qui sont faciles à prendre, comme par exemple celle du point de vue hein, que tu avais mis il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, là, tu varies comme ça les contenus. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne de faire, comme tu l'as dit, selon son trend, trouver du temps dans sa semaine pour faire sa publication ou ses publications LinkedIn. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut établir son statut d'expert? Je dirais, le premier conseil, c'est d'être au clair avec le message que je veux faire passer. Parce que le format importe peu. Et le nombre de vues importe peu. Il y a beaucoup de gens qui se consacrent sur LinkedIn, qui se concentrent en disant il faut absolument que je fasse beaucoup de vues, que mon post il soit vu par de nombreuses personnes. En fait, ça importe peu parce que ce qui importe, c'est que les gens qui vont voir le contenu soient intéressés par ce contenu et comprennent pourquoi on est un expert. Et donc, la première chose, c'est d'être au clair avec le message que je veux faire passer et ensuite d'organiser le contenu autour de ce message de différentes manières. Et effectivement, alterner les différentes propositions, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir à se creuser la tête régulièrement sur oh là là, comment je vais faire. Si je veux créer un texte tous les jours et publier un post tous les jours, ça va me demander énormément de travail. Et dans mon métier d'expert, je dois aussi me consacrer à livrer mes clients. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de temps à passer à créer du contenu. Surtout que ce n'est pas l'aspect le plus important, la création de contenu. Ça sert à renforcer le statut d'expert. Ouais, la crédibilité, le relationnel,
à force de voir ce message, bah, finalement, les gens vont gagner de la confiance, ils vont te connaître, ça va créer du relationnel entre eux. Ils vont dire, ah oui, mais Pierre Cocheteux, c'est quasiment un ami, je vois tous les jours sur mon mur. Voilà. Donc, effectivement, l'important, c'est la récurrence. Et une fois qu'on est clair avec le message qu'on veut faire passer, c'est facile de trouver différentes choses, soit de l'information dans les réseaux sociaux ou dans la presse, ou de sortir une citation de quelqu'un de célèbre qui fait passer le message. Enfin, il y a plein de manières qui sont faciles de publier, en fait, régulièrement du contenu pour rassurer l'audience sur le fait que je suis présent, je suis là, je suis quelqu'un d'actif et que je peux les aider. Alors, justement, pour la création de contenu, est-ce que toi, tu as réservé des plannings dans ta semaine? Est-ce que tu travailles où tu dis, tiens, allez, ce matin, je publie un contenu et je le fais? Est-ce que tu as une routine, c'est-à-dire que tu te consacres 1 heure chaque semaine pour faire tes publications? Est-ce que tu utilises un outil de publication comme Buffer ou Swello ou autre? Enfin, quelle est ta petite routine, justement, création de contenu sur LinkedIn? Alors, j'ai testé plusieurs choses. J'ai cherché à déléguer la création de contenu. Ouais. En fait, ce n'est pas une bonne idée parce que quand je délègue la création de contenu, les gens sentent que ce n'est pas moi qui parle. Et donc, c'est important quand vous publiez que les gens sentent que c'est vous, que c'est votre cœur, que c'est votre identité. Ouais, c'est votre expertise, c'est votre expérience et c'est pas quelque chose qui est un peu générique, un petit peu sans saveur, un peu corporate, quoi. Voilà, donc ma routine, c'est que quand je suis dans les transports en commun, quand j'ai du temps, je vais sur les réseaux sociaux, je fais de la curation, je note un certain nombre de choses et donc je mets ça moi, je travaille sous Mac, donc j'utilise le carnet de notes de l'iMac, de mon Mac, et puis je cumule comme ça dans les notes un certain nombre Des idées. d'informations que je vais pouvoir ressortir quand j'en ai besoin. Ouais, moi, je fais un peu pareil. Tu vois, je prends des photos. Toi, dans mon téléphone, j'ai trois, quatre photos que je prends ou de posts. Ça m'arrive aussi de prendre des tacs. Je prends une capture écran avec mon téléphone et je me dis, ah putain, ça, c'est une bonne idée. Tiens, je vais pouvoir le faire. Et j'ai mon petit réservoir d'idées. Voilà, donc je me constitue un réservoir d'idées au fur et à mesure, quand je suis sur les réseaux sociaux, quand j'ai du temps, ou quand je suis en ville, je prends le bus et puis tout d'un coup, je vois quelque chose qui se passe dans la rue, ça me donne une idée, je la note. Ouais, moi, je suis comme toi parce que quand je dis si moi, ça m'a fait réagir, par exemple, tiens, je te donnerai un exemple. Moi, un dernier post là, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, comme tu l'as dit, c'est un post sur la relation client et c'est un domaine, toi, je reste comme sur un site précis, je veux pas envie ça m'intéresse pas de faire comme toi des millions de vues, c'est pas l'objectif. Mais tu vois, j'étais allé après Noël, j'avais j'avais été dans un magasin chez Leclerc et donc en fait je devais rendre un t-shirt parce que bah, ma femme m'avait vu un peu plus mince que je n'étais et donc en fait je faisais la queue puis je voyais un petit panneau avec marqué genre un truc un sourire ça ne coûte rien ou un truc comme ça puis je me dis tiens c'est marrant de dire ça et puis c'est vrai que moi j'ai fait un effort pour être après un peu plus souriant à la personne et puis je me suis dit ouais, j'étais un peu vexé comme disant mais non moi je suis pas comme ça et toi si quelqu'un de normal qui n'est pas orienté aux réseaux sociaux aurait dit ah ouais bon ouais tiens c'est marrant puis voilà il aurait oublié tandis que moi en fait qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris la photo et puis, 10 jours plus tard, quand j'étais en train de faire mon post sur LinkedIn, je dis, ah bah tiens, je vais repartir ça. Est-ce que mettre un panneau à l'accueil, c'est une bonne idée? Parce que c'est quelque chose qui m'avait choqué, c'était une question qui m'était arrivée. Et j'ai posé la question, j'ai donné mon avis là-dessus, et ça a lancé un débat. Il y a plus d'une centaine de commentaires. Le post a dû faire 15 000, 20 000 vues. Alors, c'est pas beaucoup, 15 000, 20 000 vues pour quelqu'un qui se dit, je veux faire des millions de vues, mais pour moi, c'est mon secteur d'activité, c'est la crédibilité. J'ai eu une vingtaine de repartages, j'ai eu des gens que je ne connaissais pas, que j'ai invités comme expert et ça a permis de crédibiliser les choses. Et dans les commentaires, il y avait des trucs qui étaient ah, Fred, toujours précis, toujours sur des sujets polémiques, etc. Et ça te place en expert et en référence dans le domaine. Ce qui est important quand on publie du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou n'importe lequel autre, ce qui est important, plus que d'aller chercher le nombre de vues, c'est de rechercher à créer du lien avec l'autre, voire de l'interaction avec l'autre. Créer une émotion, créer une envie de commenter, de faire quelque chose. Parce que c'est ça qui va permettre de rencontrer l'être humain et puis peut-être d'avoir envie de faire un bout de chemin après ensemble.
Oui, parce que ce ne sera plus un inconnu. Vous aurez changé une fois ou deux un commentaire, puis après, tu auras de l'agilité à l'appeler, parce qu'autrement, c'est compliqué d'appeler comme ça dans le froid. Alors justement, c'est une excellente transition pour la troisième partie de ta stratégie, qui est justement de prendre contact, de ne pas attendre en fait que les gens prennent l'initiative. Et là, en particulier, tu utilises Sales Navigator. Alors dis-nous déjà pourquoi tu ne te limites pas, comme le font beaucoup de personnes, à chercher des vues, des vanity metrics, et pourquoi justement tu vas aller à la rencontre. Bien, parce que alors, il y a un truc dont je parle beaucoup à mes clients, c'est la notion d'avatar client, c'est-à-dire qui est la personne avec laquelle j'ai envie de travailler. C'est quelque chose qui est souvent difficile à comprendre, mais il faut être très clair avec qui sont mes clients et qui ne sont pas mes clients, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler. Cette question est importante parce que quand je sais avec qui j'ai envie de travailler, ça devient facile d'identifier ces personnes dans l'univers et donc d'utiliser un mécanisme interne du cerveau qui fait que quand je me focalise sur une idée, mon cerveau va me donner l'information de repérer dans l'univers cette idée. Je prends deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Un que vont bien comprendre les femmes. Une femme qui est enceinte, elle va repérer systématiquement dans le Ah, les monde femmes enceintes. toutes les autres femmes enceintes. Ouais, et puis les bébés, les enfants, machin et tout ça. Ah là, ça, c'est terrible. Et pour nous, les hommes, quand on a décidé de changer de voiture, on va repérer dans la rue toutes les voitures identiques à celles qu'on a envie d'acheter. Pourtant, tous les véhicules existent dans l'univers. Ben, c'est pareil en commerce. Il faut se focaliser sur avec qui j'ai envie de travailler, ce qui permet de l'identifier, et donc ensuite d'utiliser le moteur de recherche des réseaux sociaux, en l'occurrence sur LinkedIn, c'est Sales Navigator, pour repérer les profils des gens qui potentiellement sont des clients. Ouais, alors, Sales Navigator, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une option payante en fait de LinkedIn. Alors, c'est pas LinkedIn Premium, c'est une autre version. Sales Navigator, c'est véritablement un outil qui permet de prospecter avec quelques avantages comme le ciblage par taille d'entreprise, par secteur d'activité, etc. Une recherche qui est un peu plus précise quand même que la recherche booléenne classique, où tu mets, je cherche directeur commercial je ne sais pas, TPE ou des villes, c'est quand même beaucoup plus précis que la recherche. Tu peux donc aussi mémoriser des recherches avec des posts et des choses comme ça. Tu peux aussi enregistrer des alertes sur des personnes, et ça, peut-être que tu utilises pour justement identifier tes cibles particulières. Alors, je te laisse nous en parler un petit peu de Sales Navigator et ton usage et ce que tu en fais avec tes clients. Donc, je vais peut-être repartager mon écran. Ah oui, montre-nous peut-être une présentation de cette navigateur, qui est un outil sympa. Alors moi, j'utilise pas tout le temps parce que je trouve que le tarif est quand même assez cher, mais c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour les alertes, tu en as parlé, et le ciblage. Voilà. Donc, Sales Navigator, effectivement, donc, il y a un fil d'actualité qui présente une particularité, c'est que dans le fil d'actualité de Sales Navigator, on ne va retrouver que les contacts ou les prospects enregistrés dans des listes de comptes qui sont ici. Donc, il y en a deux sortes. Il y a des listes de comptes qui sont des listes d'entreprises, et puis il y a des listes de prospects qui correspondent aux gens avec lesquels j'ai envie de travailler. Et ça, c'est Euh, super important parce que le flux d'actualité de LinkedIn ne permet pas de faire ça. C'est-à-dire que il va te pousser ce qu'il veut, tandis que là, en fait, tu vas pouvoir cibler des personnes que tu veux entrer en contact, et tu vas pouvoir. Donc, je suppose que tu le fais, c'est parce que tu vas commenter, liker pour après créer du relationnel avec eux, bien entendu. Exactement. Donc, tous les matins, tu parlais de ma routine du matin. Tous les matins, je passe 1 heure sur LinkedIn. La première chose que je fais, c'est je vais Mhm. d'abord liker, commenter les posts des gens qui sont potentiellement des prospects pour moi, pour montrer que j'existe, pour faire partie de leur écosystème d'une manière soft. C'est-à-dire, je compare souvent la relation commerciale à la relation amoureuse. Quand on rentre en contact avec une jolie demoiselle dans la rue, on ne va pas l'aborder en lui disant ah, mademoiselle, vous êtes superbe, est-ce qu'on couche directement ce soir? Ouais, mais c'est exactement ce que je dis. Quand je vois les messages d'invitation où on dit est-ce que enfin, c'est tourner ménage, est-ce que tu baises, quoi, tu vois, tu Oui, fais pas tout oui, de c'est suite. un peu Déjà, l'effet que faut. ça me fait quand je Ouais. reçois un message comme ça de quelqu'un que je ne connais pas et qui me dit bah, je suis spécialiste de tel truc, je peux apporter
tel bénéfice à ton entreprise, prenons un rendez-vous. Ça me fait l'effet de quelqu'un que je ne connais pas et qui me propose de baiser le soir directement, quoi. Et quelque part, ça me génère un sentiment de répulsion. Bah oui, oui. Puis en plus, tu dis, mais qui c'est ce gars-là que je ne connais pas? Tandis que toi, en fait, tu as tes fameuses alertes et tu auras échangé pendant un mois, peut-être, 3 semaines, 2 mois. Tu auras Parfois fait un même like, des pendant un an commentaires, avec etc. quelqu'un avant d'entrer en contact Ouais. avec lui ou avec elle. Mais je fais partie de son écosystème. La personne voit régulièrement que j'interagis sur ses posts, sur ses... Ouais, et puis même, tu peux rebondir sur un article. Tiens, j'ai vu que vous avez publié là-dessus. Est-ce qu'on peut échanger sur le sujet au téléphone 5 minutes? J'aimerais bien qu'on échange sur cette partie-là parce que justement, ça m'intéresse. J'aimerais savoir comment vous faites. Je pourrais peut-être vous aider là-dessus, quoi. Un bon rebond. Ouais. Donc ça, c'est la partie liste de comptes, liste des prospects. Et tu l'utilises bien sûr pour faire aussi le ciblage, je suppose. Et donc, on utilise la recherche pour faire le ciblage, hein. Donc, là, je vais prendre un exemple, n'importe lequel. On peut donc effectivement cibler des personnes en fonction d'un certain nombre de critères, la zone géographique, le niveau de relation, le type d'entreprise, le secteur d'activité. Donc, ça permet vraiment de cibler très précisément mon avatar client et la personne avec laquelle j'ai envie de travailler, que je vais pouvoir ensuite enregistrer dans une liste de prospects et donc faire entrer cette personne dans mon écosystème sans forcément commencer par rentrer en contact avec moi sur LinkedIn ou s'il vous plaît, est-ce qu'on peut échanger? Ouais. Donc là, c'est une manière un peu plus soft d'entrer en contact. Et donc là, et ce qui est également intéressant, c'est qu'avec ça, tu es véritablement dans une démarche de prospection, puisque souvent les gens qui font du marketing sont plus dans tiens, je vais publier du contenu et les gens vont me voir. Là, tu es véritablement dans une démarche commerciale où tu as une liste de prospects que tu vas pouvoir exploiter, chose que tu n'as pas. Alors, donc là, tu as parlé de ton ciblage, comment c'est interagir avec les gens. On parle après de la prise de contact. En échangeant ensemble avant cette interview, tu me disais, bon, il faut écrire un bon message, mais est-ce que tu peux nous dire aussi ce que n'est pas un bon message? Ce que n'est pas un bon message, c'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous envoie une invitation sur LinkedIn et qui vous dit au premier message, eh ben, tiens, je suis spécialiste de tel truc, je pourrais apporter ça à votre entreprise, j'ai telle offre qui pourrait vous intéresser, prenons un rendez-vous. Ça, c'est très agressif et ça pouvait peut-être marcher dans le passé, mais je pense que de plus en plus, les gens nous voient venir avec nos gros sabots quand on fait ce genre de message et que ça génère une émotion de répulsion plutôt qu'une émotion Bah d'attraction. oui, tu n'as pas de temps à perdre avec un commercial qui te vend un truc. Alors, ça, c'est la partie LinkedIn. Dans ton travail aussi à toi, tu te dis, enfin, tu m'as dit plutôt, tu m'as dit que LinkedIn, c'est bien, mais il faut penser aussi multicanaux, en particulier l'email. Dis-nous un petit peu quelle est ta philosophie là-dessus. Moi, en matière de commerce, je n'ai qu'une seule religion, c'est la religion du résultat. Et je ne crois pas qu'il existe une méthode miracle qui fonctionne pour tout le monde de la même manière. Je vois beaucoup passer, notamment sur Facebook, de messages publicitaires de gens qui disent obtenez 50 litres qualifiés tous les jours en utilisant telle méthode. Peut-être ça peut marcher pour eux, mais moi je pense qu'il faut tester un certain nombre de choses et mettre en place et renforcer ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne pour moi n'est peut-être pas la même chose que ce qui fonctionne pour toi. Ah bah oui, si t'es pas commercial, ou si t'es pas doué à l'écrit, tu vas pas utiliser les mêmes méthodes. Moi, je connais plein de gens qui disent, mais les réseaux sociaux, j'arrive pas. Moi, c'est le networking physique où je suis bien parce que je discute avec les gens, j'arrive pas à être devant un écran, quoi. Donc là, on en revient à ce qu'on disait au début à propos de l'ikigai. Il faut faire ce pourquoi on est doué plutôt que de chercher à mettre en œuvre des choses où on n'est pas doué. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple. Moi, je suis dysorthographique et dyslexique. Ouais, J'ai passé pareil, je des suis heures et dyslexique des heures aussi, et je te des rassure. Et heures ma fille aussi. voilà, Donc, tu vois, en cours de français avec des orthophonistes pour essayer de résoudre le problème. Alors, certes, je me suis amélioré, mais je suis encore dyslexique et dysorthographique. Par contre, je suis très, très à l'aise à l'oral, et donc c'est très facile pour moi de m'exprimer à l'oral. Je vais plutôt privilégier l'oral que l'écrit. Et quand j'ai besoin d'utiliser l'écrit, je passe par des stratagèmes qui me permettent de de réduire produire mon les fautes contenu de comme pour manière moi. correcte.
Ouais, c'est avec ma fille, tu vois, j'essaye de lui donner à chaque fois des tips pour éviter les fautes ou pour lire les phrases. Je dis, mais quand tu lis, parce qu'elle a 8 ans, enfin 7 ans, et je lui dis, mais suis avec ton doigt et ça va être beaucoup plus simple. Et à chaque fois, quand on a des problèmes comme toi et moi de dyslexie, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de trouver des stratagèmes pour contrer le truc. Et donc, il faut s'adapter à chaque fois. Donc, ça, c'est important donc, là-dessus. Et donc, travailler par email. Donc, tu m'as dit, Et pas donc, penser que. par rapport à ce que tu disais, l'important aussi, c'est d'alterner le virtuel et le réel. Le commerce, la génération de commerce, c'est entretenir des relations avec des humains. À un moment donné, il faut bien passer du virtuel au réel. Donc, prendre Euh, son téléphone, appeler, faire un rendez-vous physique. Prendre son téléphone, appeler, rencontrer la personne ou le faire en visio, mais avoir un contact qui permette de faire autre chose que juste une information écrite à travers un réseau social. Et donc, oui, j'utilise les emails, j'utilise aussi la vidéo, j'utilise beaucoup Zoom. Parce qu'en période de confinement, c'est difficile de faire Hum. autrement. Et dès que je peux, je rencontre les gens en réel. Ouais, bah oui, de toute façon, moi je vois bien, c'est vendre sur LinkedIn, ça permet de créer du relationnel, faire que les gens pensent à vous et encore, parce que parfois, justement, bah, on y reviendra peut-être dans la dernière partie sur la partie relationnelle, et encore, ils peuvent penser à vous, mais ils ne sont pas obligés de penser à vous tout de suite, ou alors ils ont eu quelqu'un qui les a appelés, ou ils ont vu un truc, ils disent, ah tiens, ça m'intéresse, et on peut passer à côté. Donc en fait, c'est important de prendre ce contact, prendre ce téléphone et d'aller passer à l'action. Donc là, on est justement à cette dernière partie où tu me disais, bah, il faut créer des interactions et avoir une vraie conversation. Alors justement là-dessus, quels sont tes petits conseils pour passer de quelqu'un qui est un expert, quelqu'un qui est entré en contact avec vous, et pour pouvoir passer à cette fameuse interaction et cette fameuse discussion? Je dirais, j'en ai trois. Le premier, c'est déjà surtout de s'empêcher de parler de soi. Donc, pas de message du genre je suis un tel, je fais ça, je vous propose ça. Ça, c'est interdit, surtout au début de la relation. Le deuxième conseil, c'est de s'intéresser à l'autre. J'ai remarqué votre profil sur LinkedIn, j'ai vu que vous faisiez telle et telle chose, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet aspect-là? J'ai vu que vous aviez visité mon profil, est-ce que vous avez envie qu'on parle de tel ou tel sujet? C'est de poser des questions à l'autre sur ce qui l'intéresse, qui il est, ce qu'il veut faire. Et le troisième conseil, c'est de poser plus de questions que de ne faire d'affirmations. Ouais, bah oui, parce que là, à chaque fois, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Le problème, c'est que si on affirme quelque chose, on peut très bien se griller. Et on peut passer sur le mauvais truc. Et là, la personne dit, ah non, mais il n'a rien compris, c'est pas ça. Et là, vous avez fait une croix et hop, vous êtes mort. Tandis que si vous passez une question, eh ben, c'est la personne qui va pouvoir répondre et qui, bah, comme tu as dit, les gens, ils adorent parler d'eux et à chaque fois, ils ont l'impression que leur problème est unique, que leur problème, c'est tout le temps le même et ils veulent être sûrs que vous avez bien compris. Alors que parfois, tu dis, mais c'est comme d'habitude, c'est le même problème. Et il ne faut pas avoir justement cet aspect, c'est de la routine, c'est le truc qu'on a entendu 50 000 fois, mais c'est bien quelque chose d'unique et je vais faire une solution sur mesure. J'ai bien compris ce que vous voulez. J'ai bien compris vos spécificités qui sont uniques au monde. Oui, c'est parler de l'autre parce que c'est la première chose qui l'intéresse, lui montrer que je m'intéresse à lui. Et donc, je dirais, quand je rentre en relation avec quelqu'un sur un réseau social, je n'ai jamais rien à lui vendre en premier. La seule chose que je cherche à lui vendre, c'est de lui montrer que je m'intéresse à lui ou à elle. Ouais, c'est la première place. Donc après, pour si on va juste finir là-dessus, donc les interactions, tu m'as dit, arriver sur une conversation, donc pouvoir régulièrement, tu le fais commenter, liker. Ensuite, tu m'as dit que tu prenais contact donc, sur LinkedIn, par email. Euh, quelles sont généralement un petit peu tes techniques ou une dernière technique qui a bien marché pour faire de la prise de contact avec quelqu'un qui, tu me dis, ah tiens, voilà, s'il y a un petit tips que je pourrais vous donner, je pense que ce sera quasiment le dernier de l'interview avant que tu nous parles un petit peu de ton livre et de ton activité. S'il y a un petit tip, je pense, pour cette fameuse prise de contact. Deux tips. D'abord, c'est de suivre sur LinkedIn toutes les personnes qui visitent votre profil et de leur envoyer un message en les remerciant, en disant, tiens, LinkedIn m'informe que vous avez visité mon profil. Merci, je vous propose qu'on reste en contact, on peut parler de telle et telle chose. Ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, c'est quand vous voulez rentrer en contact avec une personne qui ne fait pas partie de votre réseau, eh bien, c'est de lui expliquer pourquoi vous souhaitez rentrer en contact avec elle. Vous êtes remonté dans mes recherches sur LinkedIn parce que vous faites telle ou telle activité. Je suis intéressé par ce que vous faites. J'échange régulièrement avec mes clients ou avec mon réseau sur telle et telle chose. Est-ce que ça vous intéresse d'échanger ensemble? D'accord. Bon, merci pour ces deux petits tips. Si on finit maintenant sur ton activité, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ton activité, ton livre? Qu'est-ce que tu fais? Si on va sur pierrecochte.com, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ce que je fais, c'est que j'aide donc les dirigeants à optimiser d'abord leur système de prospection et de vente, parce que c'est mon cœur de métier, mais je suis aussi coach business, donc c'est de les accompagner dans la rédaction, dans la mise en œuvre de leur stratégie business pour aller chercher du résultat avec le moins d'efforts possible. Et mon livre, effectivement, eh bien, donne quelques astuces pour développer un business quand on part de zéro, parce que j'ai globalement deux types de clients aujourd'hui. J'ai des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs débutants, qui partent de zéro et qui ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont des experts dans leur domaine, mais ils ne sont pas en première instance des dirigeants d'entreprise. Mhm. Et puis, j'ai des entreprises de beaucoup plus grosse taille qui, elles, veulent passer un palier ou sont confrontées à une difficulté que j'accompagne dans ce passage. D'accord. Alors tiens, là on a encore 5 dernières petites minutes. Donc là on a parlé de la partie génération de leads. On pourrait parler aussi sur la partie conversion et suivi de ces prospects. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus? Qu'est-ce que tu utilises? Je crois que tu utilises un logiciel de CRM pour gérer ta prospection. Pourquoi tu as utilisé un logiciel de CRM? Parce que tout le monde ne l'utilise pas. Tu étais quand même un indépendant. Tu as certes une équipe derrière toi, mais ce n'est pas une équipe d'e-commerciaux avec toi. Donc, je voulais savoir un petit peu pourquoi avoir choisi un CRM alors que tu es plutôt solo. Bon, bien sûr, tu vas être un prospecteur, tu vas expliquer pourquoi. Pourquoi Pipedrive que tu as choisi? Comment ça t'aide au quotidien, les plus, les moins, et une petite truc, un ou deux trucs ou une ou deux fonctions que tu aimes bien sur Pipedrive. Alors, moi, je suis une personne un peu analytique et donc j'aime bien mesurer tout ce que je fais. Mhm. PipDrive me permet de mesurer le nombre de contacts que j'ai eus par semaine, d'avoir un vrai suivi de mon activité de prospection. Ah, et ça, Mais c'est super important parce que souvent, quand on a des commerciaux, en fait, ils disent, ouais, j'ai prospecté, mais tu as fait combien d'appels, tu as fait combien de rendez-vous? Et je sais que chez nous, il y a le nombre de rendez-vous R1 qui sont pris en compte, le nombre de prospects créés, le nombre d'heures à téléphoner, etc. Donc ça, ouais, je te laisse continuer, hein. voilà, donc ce CRM me permet de suivre effectivement le nombre de personnes que j'ai contactées, le nombre de personnes avec qui j'ai eu une conversation sur LinkedIn, de noter ce que je fais et donc de ne pas oublier Mhm. ce qui s'est passé, parce que rien de plus facile que de contacter quelqu'un et puis de l'oublier, et puis 6 mois plus tard de le recontacter, et la personne va vous dire, ça m'est arrivé par le passé, donc je sais de quoi je parle, mais on a déjà échangé, on a déjà parlé, en fait, je vous connais. Puis là, vous avez l'air con. Et donc, pour éviter ça, il faut noter tout ce qu'on fait et puis aussi avoir un suivi. Quand je contacte quelqu'un, par exemple, à qui j'offre mon bouquin, je note dans mon CRM, j'ai offert mon bouquin, et puis je recontacte la personne 6 mois après en disant, tiens, est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous avez aimé dans mon bouquin? Ça permet d'entretenir la relation. Donc, c'est indispensable d'avoir un suivi client de ce qu'on fait. Alors, moi, j'utilise un CRM parce que c'est pratique et ça permet d'avoir tout au même endroit, mais peu importe le système. Par contre, il faut avoir un système de suivi. Euh, et alors, pourquoi j'ai choisi PipDrive? Parce que, contrairement à d'autres CRM qui sont très chers pour des indépendants, c'est relativement accessible et c'est un logiciel qui est assez complet. Il me permet de suivre depuis mon téléphone portable. Quand j'appelle un client, l'appel est directement enregistré dans le CRM, donc je sais que j'ai appelé un client à telle heure. Tous les emails sont suivis. Donc, j'ai sur une fiche client toute l'activité du prospect ou du client qui est directement disponible et tout l'historique de ce qui s'est passé avec lui ou avec elle.
D'accord. Alors, si on parle, on parlera peut-être de deux, trois tips que tu utilises avec Brave, parce qu'il y a des petites fonctions sympas sur l'intégration LinkedIn, la gestion des agendas, les rendez-vous, tout ça. Tu as parlé en fait d'un prix accessible pour les indépendants. Grosso modo, combien il faut compter pour un Pipedrive? Je crois que c'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros C'est de de l'ordre mémoire, de parce que 350 € par an ouais. pour un utilisateur, donc ça reste tout à fait accessible, même pour un indépendant. Et pour moi qui est une équipe avec des closers, eh bien, il y a un abonnement supplémentaire pour chaque closer, mais ça me permet aussi de suivre l'activité de ce que font mes closers qui ont accès directement aux fiches qui les concernent dans le CRM. Ouais, c'est vrai, parce que autrement, si tu ne sais pas ce que font ton équipe de prospection, bah, c'est un petit peu embêtant. Donc, moi, j'ai regardé les tarifs là, pendant qu'on discutait. Donc, il y a la version essentielle qui est à peu près à 13 euros par mois et la version avancée à 25 ou la pro à 50 euros par mois, en fait, grosso modo, si ça vous donne déjà une torte d'idée. Et Alors, puis, il y a des justement, fonctions sympas, effectivement. Par exemple, quand je crée un nouveau prospect, PipDrive va m'obliger à créer une activité suivante et donc va m'obliger à prendre l'habitude de, dès que je rentre quelqu'un ou dès que j'ai terminé une activité, de planifier la suivante et donc de ne pas oublier de recontacter les gens. ouais, ça, c'est quelque chose qui est important en vente. Et c'est vrai qu'on retrouve sur d'autres CRM comme nos CRM, etc., qu'il n'y a pas sur Salesforce. Par exemple, moi, j'utilise Salesforce au quotidien. Et c'est vrai que Salesforce, c'est une base de données, c'est une boîte à outils, c'est certes la référence, entre guillemets, mondiale des CRM, mais ce n'est pas un CRM commercial. C'est une base de données. Et donc, en fait, il n'y a pas cet aspect what next. Et puis, c'est On très est... cher pour un indépendant, Ah oui, tout de cette base suite, de données. on dépasse des tarifs dingues. Surtout Salesforce, si... pardon. Ouais, 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 ouais. Ok, alors merci Pierre. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire pour cette interview passionnante sur la prospection? Euh, Prospecter, c'est aimer les autres et avoir envie de discuter avec eux. Donc, prenez du plaisir à rentrer en contact avec les gens. C'est en prenant du plaisir que vous aurez des résultats. Ouais, parce que souvent les gens ils ont peur du rejet. Ils vont dire non mais j'appelle au téléphone, le mec il va me comment dire, il va me dire non, j'ai la peur du refus. Et souvent beaucoup de gens refusent de prospecter parce qu'ils sont pas habitués à ça. Il faut le prendre comme tu l'as dit, aider les gens comme un jeu. Et puis aussi se dire, mais je suis là, vraiment là pour les aider, quoi. Et puis, il Et, faut arrêter avec cette peur du rejet parce que c'est évident que quand on appelle quelqu'un à un moment enfin, si je décide tout à l'heure d'appeler des prospects, c'est clair que je vais les déranger. Donc, il faut arrêter de se dire que on va se faire rejeter. C'est évident qu'on va se faire rejeter. Donc, la prospection, ça se prépare aussi, ça se prépare en amont. Et il faut savoir quoi faire quand quelqu'un nous dit non. Ouais, et puis comme tu le dis, si as fait des relations avec elle sur LinkedIn, si tu as fait des interactions, finalement, tu n'es pas un inconnu, quoi. La personne, tu vas l'appeler, tu vas pas tu vas certes la déranger, mais tu n'es pas un inconnu qui débarque comme ça, qui appelle pour vendre de la téléphonie ou un abonnement Orange ou un abonnement Canal+. Alors, un Et- dernier petit tip avant de conclure, c'est quand je fais de la prospection téléphonique, la première chose que je demande, c'est est-ce que c'est le mauvais moment pour vous appeler? Comme ça, j'obtiens le nom tout de suite et je peux passer à autre chose. Ben oui, mais c'est ce qui était dit dans l'excellent livre Ne coupez pas la poire en deux. Il faut pas dire est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder, mais est-ce que je vous dérange comme je sais plus quelle est la phrase tu dis là exactement. euh, Est-ce le mauvais moment pour vous appeler? voilà, exactement. Et la personne va dire Et souvent, soit la personne oui, dit ouais, ben ouais. non. Mm. Voilà. Bon, ben, merci Pierre et rendez-vous si vous voulez en savoir plus sur pierrecocheteux.com ou alors tapez Pierre Cocheteux sur LinkedIn pour entrer en contact avec Pierre. Merci Frédéric. À bientôt.